Depuis 3 épisodes, Encyclopédia raconte l'histoire des droits télévisés de la Ligue 1. Une histoire de concurrence, de diffuseurs, de rapports de force et de paris économiques. Des débuts de téléfoot en 1977 à la création de Ligue 1 Plus en 2025. Depuis plusieurs mois, pour préparer cette série d'émissions, j'ai interrogé celles et ceux qui négocient, analysent et commentent ces droits. Ce soir, pas de récit, juste de l'analyse, du recul et des témoignages que vous n'avez pas encore entendus. Encyclopédia, le bonus, c'est parti. Encyclopédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris. Bienvenue dans Encyclopédia, votre émission mensuelle consacrée à l'histoire des médias. Avec ce soir un format un peu différent, pas de récit mais de l'analyse et des témoignages. En seconde partie, avec des experts, on reviendra plus largement sur cette croyance qui a traversé le football français, celle d'un championnat capable de valoir 1 milliard d'euros par saison. Mais avant, pour commencer, retour sur un cas emblématique que nous avions évoqué dans l'épisode 3, Orange Sport. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux pour la nouvelle aventure Orange Foot ? À partir du 9 août, vous allez pouvoir vivre les matchs comme vous ne l'avez jamais fait avant. Imaginez le match phare du samedi soir, en haute définition et en direct, avec un service interactif complètement inédit. Vous pourrez recevoir sur votre téléviseur des statistiques pendant que le match se déroule en direct. Toi Céline, tu présenteras l'avant-match avec nos consultants. Et toi Denis, à 21h, tu commenteras le match avec Yuri Djorkaeff, mais aussi avec Florian Janton, qui sera sur le terrain. Entre 2008 et 2012, Orange n'est pas seulement un opérateur télécom, c'est aussi un diffuseur, avec une chaîne dédiée au sport, une expérience aussi ambitieuse que fragile. Une aventure que raconte ce soir Sébastien Dourvert, ancien responsable éditorial d'Orange Sport. Mais pour comprendre cette parenthèse, il faut revenir en arrière, souvenez-vous. Décembre 2004, Canal+ rafle l'exclusivité de la Ligue 1. Un an plus tard, la fusion avec TPS entérine un quasi-monopole. Mais très vite, la lune de miel entre Canal et la Ligue se tend. Les droits flambent, les équilibres se fragilisent et la concurrence se fait attendre. Alors, les instances du football français cherchent une alternative, un acteur capable de rabattre les cartes. Ce sera un opérateur télécom avec Orange. En 2008, Orange Sport voit le jour avec un droit phare en vitrine, le grand match de Ligue 1 du samedi soir. Un pari industriel autant qu'éditorial. Comment fabrique-t-on un diffuseur en quelques mois ? C'est ce que nous allons comprendre maintenant. À l'époque, je travaille beaucoup chez M6 aux news. Et chez M6, en gros, d'ailleurs un peu comme je le fais aujourd'hui de temps en temps, encore. Ma spécialisation, on va dire, en tant que journaliste, c'est l'organisation des directs. Et je suis plus un journaliste de coulisses et de préparation. Et donc, j'ai une petite casquette, en toute humilité, de pompier de service quand il faut mettre en place un direct un peu bizarroïde, une nouvelle émission. Et je sais plus quand, chez M6, mon patron de l'époque m'appelle pour me demander, et je pense, sans dire de bêtises, je pense que c'est Vincent Régnier qui m'appelle pour me dire qu'il faut que j'aille chez W9. Parce que le patron de W9, ils ont acquis des droits, je sais plus ce que c'est, je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un Euro Espoir, ça remonte à quelque chose comme ça. Ou la Copa América, je ne sais plus. Ils ont acquis un droit un peu bizarroïde comme ça, qui n'a rien à voir avec leur catalogue, mais ça doit être voilà, un accord groupe, et ils ont récupéré un droit. Et donc, ils savent pas, entre guillemets, pas quoi en faire. Et surtout, ils ont envie de faire un peu de news autour, mais évidemment, ils n'ont pas de structure. Hein. À l'époque, W9, c'est quelques personnes dans ce qui ressemble à un appart, et des magnétoscopes, enfin, entre guillemets, hein, c'est déjà du virtuel, mais ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de studio, tout ça, et ils bénéficient de la maison mère, mais ils ne sont pas encore structurés totalement, même si la chaîne marche bien à l'époque. Je rencontre le patron de
W9 qui s'appelle Pierre Robert. Et puis voilà, et puis on met en place comme ça 2, 3, 4, 5 petits programmes qui sont des programmes de news autour de ces droits. Hein, des petits JT de sport, des choses comme ça. Et moi, comme c'est un peu ce que je sais faire, je lui explique en gros comment est-ce qu'il doit faire pour respecter le droit à l'info, pourquoi est-ce qu'il doit faire un journal un peu généraliste, tout sport, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il le commence avant l'événement et qu'il le finisse après l'événement, etc., pour rester dans les clous du CSA à l'époque, blablabla, blablabla. Bref, on se rend compte, Pierre et moi, et ça se passe bien. On se fait confiance assez rapidement. Et en fait, Pierre est nommé chez Orange en 2008, de tête, je ne veux pas dire de bêtises. Et il m'appelle pour que je le rejoigne. Voilà, ça se passe tout simplement comme ça. Donc on arrive chez Orange, la chaîne est déjà lancée et il y a déjà, je vais essayer d'être clair, mais il y a déjà plein de gens en place, un peu dans tous les domaines. Et Orange, c'est pas une entreprise à l'époque qui fait de la télévision du tout. Ouais. Ils ont lancé un match de foot. Ils ont un partenaire privilégié qui est Patrick Chen, avec Sport Ever, qui joue le rôle, si vous voulez, de ce qu'on va appeler un producteur délégué. Et chez Orange, il y a un grand Manitou des contenus, Xavier Couture, qui chapeaute lui l'ensemble des contenus. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, pour résumer, il y a eu une embrouille entre Canal et Orange. C'est pour ça que je disais la grande histoire qui se retrouve à faire la petite histoire. Il y a eu une embrouille entre Canal et Orange. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'à l'époque, en fait, Canal+ et Orange ne tombent pas d'accord sur la distribution des chaînes Canal sur les box Orange. Donc c'est un enjeu majeur. Parce qu'on est au début en plus en fait Orange comme souvent et bizarrement parce que on a l'impression que c'est une boîte un peu antédiluvienne, est en avance sur son temps et a des bonnes idées mais ne sait pas vraiment les déployer. Et donc du coup ils ont déjà l'idée, c'est Didier Lombard, avant d'être attrapé par les scandales sociaux, qui a cette intuition-là. Qui est un X, un technicien dans toute sa splendeur, mais qui a envie de faire un groupe de médias en fait. Et du coup, quand ils n'arrivent pas à tomber d'accord avec Canal, ils se disent nous on va faire Canal quoi. En fait, on est Orange, on va le faire nous-mêmes. Et donc dans cette logique-là, ils lancent des chaînes de cinéma et ils veulent lancer du sport. Et dans cette logique de se dire on va fabriquer du contenu pour vendre nos box, c'est ça la logique. Ils acquièrent un droit qui est un droit levier, qui est un match de Liga. Et donc le truc est lancé un peu avant qu'on arrive, Pierre et moi. Je dirais pas en catastrophe, mais en tous les cas en mode un peu commando. C'est en fait Patrick Chen qui est conseiller d'Orange et de Xavier Couture qui en assure la production à travers sa structure qui est Sport Ever. C'est exactement comme si on avait un producteur délégué. Et il dit juste que ça. Et en fait, nous, quand on arrive, la décision, c'est pour, si vous voulez, on arrive sur la décision de transformer Orange Foot en Orange Sport, d'en faire une chaîne, avec une antenne au fur et à mesure, 24/24, etc., avec des droits, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça commence. Pour France Télécom, l'heure est alors à la convergence entre les télécoms et les contenus. Une stratégie imaginée dès le début des années 2000 par Jean-Marie Messier, puis reprise plus tard par Patrick Drahi au milieu des années 2010. Le lancement d'Orange Cinéma Série et d'Orange Sport doit accompagner le succès commercial des offres Internet de l'opérateur. Pour l'occasion, la chaîne n'est accessible qu'aux abonnés Orange. Un choix qui fera grincer les dents chez de nombreux supporters, mais pour autant, Orange Sport va tenter plusieurs expérimentations et innovations éditoriales. Bon, honnêtement, sur le sport, on n'invente pas la roue. En France, Canal l'a déjà inventé à ce moment-là, la roue. Donc, on a un exemple à l'époque de ce que c'est que de bien traiter le sport. Ouais. Je veux dire, tous les fans de sport
je le dis avec d'autant plus de sympathie et de respect que voilà, on le sait, parce qu'on regarde tous Canal et qu'on est tous admiratifs du boulot que font les équipes de Canal à ce moment-là, et donc on sait ce qu'on doit faire. Après, on a, comme toujours, Pierre mon patron était un très bon marketeur. Il est toujours d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de faire une chaîne peut-être moins expert et plus sympathique que Canal. Voilà, en termes vous voyez, de couleur de chaîne. Mais après, l'objectif, c'est de traiter aussi bien le sport que Canal, c'est-à-dire des chaînes de sport, c'est des chaînes de spécialistes. C'est ce qu'on veut voir, c'est les bons ralentis, les bonnes actions. Enfin, il n'y a rien à comprendre, hein. On peut ensuite se triturer le cerveau dans tous les sens. Mais voilà, on essaye de faire une offre, on essaye de faire une offre, faire une offre complète. Et après, sur l'acquisition de droits, je peux en parler parce que donc je peux en parler parce qu'on était au contact de l'équipe d'acquisition. Encore une fois, chez Orange, tout était très politique. C'est ça que les gens ne voient pas, mais c'est assez marrant parce qu'il y a toujours des choses qui se passent derrière, etc. Donc, je dirais qu'on était à la fois, et aujourd'hui, il y a encore plein de gens que je connais qui étaient dans l'équipe acquisition et qui sont des amis, mais il y avait une certaine compétition entre le service éditorial et le service acquisition. Peut-être que c'était assez sain d'ailleurs. Et donc, voilà, nous, on voulait certains droits, etc., etc. Mais la logique, c'était de se dire, ça a toujours été de se dire, parce que c'était ça qui justifiait notre existence, c'était est-ce que ça génère de l'abonnement? Voilà. Est-ce que j'ai envie de prendre une box Orange pour tel ou tel droit? Donc on avait cette logique-là, et ensuite il y a toute une logique que je vais qualifier, enfin vous connaissez le sport, il y a toute une logique politique ensuite, c'est-à-dire que il faut se mettre bien avec les fédés, il faut se mettre bien avec le CNOSF, il faut, etc. Donc il y a aussi une logique de négociation qui consiste à dire on va diffuser certaines choses, etc., etc. Il y a toute une question de lobbying dans le sport, hein. Il y a des choses qui, il y a des milliards de choses comme ça. Il y a des offres sur lesquelles vous pouvez aller que si vous êtes à coquiner avec une chaîne gratuite. Voilà, certains acteurs étaient réticents au fait de voir leurs droits diffusés chez Orange parce qu'ils avaient la sensation qu'ils seraient peut-être moins regardés, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a des tiroirs en fonction des droits qui sont quasiment infinis. Après, la logique, c'était quand même, avant toute chose, d'aller sur du foot, hein. On va se dire les choses, c'était d'aller sur du foot, mais on a, en particulier sur le hand, on a diffusé plein de choses. Mais très vite, la stratégie d'Orange se heurte à un obstacle majeur, la distribution, car Orange n'est accessible qu'aux abonnés Orange. Free et SFR dénoncent alors une vente subordonnée, une pratique interdite par le Code de la consommation. L'affaire est portée devant les tribunaux. Le couperet tombe en février 2009, le tribunal de commerce de Paris tranche. Décision nette, sans ambiguïté, Orange doit cesser immédiatement de lier l'accès à sa chaîne sportive à ses offres Internet. Les conséquences sont brutales. En pleine saison, la commercialisation d'Orange Sport est tout simplement arrêtée. Plus d'abonnements, plus de croissance possible. Et pourtant, à l'antenne, l'histoire ne s'arrête pas là. Privé de levier commercial, Orange continue à proposer un ton, tester des formats et proposer une écriture différente. C'est vraiment vous voyez comme quoi, comment dire, amnésie post-traumatique, j'avais totalement oublié l'épisode de la non-commercialisation. D'abord parce que dans mon souvenir, c'était une bonne nouvelle pour nous, puisque du coup, on s'est retrouvé en clair, si je dis pas de bêtises. Je pense que du coup, on était pendant quelques mois disponible gratuitement. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Et alors, si vous voulez, moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je devrais peut-être pas le dire comme ça. Enfin, en tous les cas, c'est rarissime. C'est-à-dire que sortir une chaîne ex nihilo avec parfois des droits ultra premium ou des aventures totalement incroyables. Je veux dire, sportivement, c'était peut-être pas le sommet de sa carrière. On a accompagné Jean-Marc Mormec jusqu'au combat contre Klitschko.
qui fait la une de l'équipe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs, en fait, que vous vivez pas tous les jours. C'est clair. Quand ça sort de terre, quoi, en fait. Et vous vous retrouvez, je le dis avec beaucoup, 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 beaucoup de gentillesse et aucune arrogance, aucun dédain. C'est tout l'inverse, parce que moi, j'ai adoré ça. Vous arrivez chez Orange, et vous êtes dans des bâtiments d'une boîte de techno, en fait. Vous arrivez, les gens, ils vendent des forfaits téléphoniques. J'exagère parce qu'on était à la direction des contenus, mais vous êtes dans une ambiance qui est éloignée, très éloignée des ambiances de rédaction et de chaînes de télévision classiques. Vous avez des discussions, des réunions qui sont pas les mêmes. Donc, c'était super intéressant. C'était extrêmement étonnant. Voilà, il y avait entre guillemets une équipe, parce que ça faisait partie de moi, par exemple, dans mon équipe, il y avait, il devait y avoir suivant les moments, entre 10 ou 15 chefs de projet. Vous voyez, et donc qui encadraient, faisaient les suivis, etc., avec nos différents producteurs, et principalement donc avec Sporever, mais il y en avait d'autres. Et il y avait tout un jeu comme ça de savoir comment on allait produire, parce qu'il n'y a pas de structure, en fait. Vous voyez, tout était chez Cognac G, etc. Donc, il y avait un espèce de millefeuille à gérer qui était très différent de celle d'une chaîne classique où vous bénéficiez de la structure de la chaîne, parce que vous avez des studios, parce que vous avez des choses comme ça. Là, il n'y avait pas de studio, il n'y avait rien, donc il fallait les sortir de terre, quoi. Il fallait passer des accords avec B-Visual, il fallait, etc., etc., etc. Mais voilà, c'était pas, il n'y avait pas de structure de chaîne de télévision. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'était pas un groupe de médias. Donc en fait, il y avait plein de questions où vous n'aviez pas d'interlocuteur. Il y avait plein de trucs où, bon, bah, comment on fait? Bah, il va falloir inventer, entre guillemets, comment on va le faire, parce que bah, on n'y a pas forcément totalement pensé. Donc voilà, c'était parfois assez étonnant. Mais comment était l'ambiance? C'était exceptionnel. C'est exceptionnel à vivre. Vous arrivez, vous avez un géant des télécommunications qui décide de lancer une chaîne, qui vous dit on met les moyens qu'il faut, et ça sort de terre. Si vous vous éclatez pas quand on vous dit ça dans nos métiers, faut faire autre chose. Donc l'ambiance, elle était exceptionnelle. Après, évidemment, la fin de l'aventure, quand on a compris que finalement les Orange et Canal s'étaient entendus et que la messe était dite, bon, c'est un autre. Ça évidemment, c'était triste. Mais bon, on se revoit tous encore avec grand plaisir. C'est une aventure, oui, c'est une vérité, c'est une aventure. Je sais plus combien d'émissions on a lancé, et encore une fois, hein, c'est pas moi, on était, il y avait différents producteurs, plein de gens qui avaient des idées, les animateurs. On a fait des programmes. On a fait des trucs. On a fait Sport Expérience. C'était un programme technologique et sport où on utilisait des super ralentis. On parle de ça il y a quand même plus de 15 ans. Avec des sportifs, pour voir comment leur corps se déformait. On a fait le match du siècle où on mettait en scène les gens qui revivaient les grandes épopées du sport français. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des choses aujourd'hui, étant donné l'état dans lequel se trouve la télévision et à quel point maintenant on regarde où est-ce qu'on met 5 centimes d'euros. Aujourd'hui, j'arrive devant un patron de chaîne et je lui dis qu'on va faire ça, il me regarde en rigolant. Ce qui permettait ça, c'est mon patron. C'est-à-dire que en fait, Pierre, c'est un marketeur. Donc, lui, pour qu'il nous dise oui, c'était très simple. C'est un marketeur qui respecte son budget. Donc en fait, pour lui, c'était très simple. On connaissait les enveloppes, et c'est très simple. Je fais le gros de mon travail de fond,
C'est-à-dire, la Ligue 1 est bien traitée, la Bundesliga est bien traitée, il y a les bons consultants, il y a les bons trucs. Donc tout ça, j'ai envie de vous dire que c'est le run. C'est-à-dire que ça, il faut que ça marche. Voilà, il y a pas de secret. Il faut qu'il y ait les bons réalisateurs, il faut qu'il y ait les bons commentateurs, il faut qu'il y ait les bons consultants, il faut que machin. Donc tout ça, on fait ça en permanence, entre guillemets. Hein, on a comme ça ce travail de gestion du sport où là on a un modèle qui est Canal, point. Je veux dire, soyons clairs, hein. On a le modèle, billetterie, enfin voilà, on a tout ça en tête. Et on a fait de la NBA aussi, je suis en train de me souvenir. On a essayé d'aller chercher les droits de la boxe pied-point. On a fait plein de sports de combat. Bref, on a fait des athlètes, on a fait. Et et à côté de ça, Pierre, ce qu'il attend, c'est des aspérités. C'est pas un joli mot, mais c'est le sien. C'est pour faire ça comme. C'est une logique de chaîne implacable. Donc en fait, ce qu'il fallait qu'on lui apporte, c'était d'un côté, il y a le gros du dossier de presse, voilà ce qui va se passer, et à côté de ça, il faut trouver des idées qui vont faire que les journalistes, comme vous et moi, vont avoir envie de faire de la reprise. Donc, il fallait des émissions qui donnent envie aux gens d'en parler. Voilà. Donc en fait, on avait ces deux logiques-là. C'est pour ça que vous avez dans chez Orange Sport, vous voyez, finalement, ça s'explique assez simplement. Chez Orange Sport, vous allez trouver comme ça plein de programmes qui ont l'air d'être, qui sont innovants, un peu qui sortent de l'ordinaire, parce que ça nous servait à prendre la parole en com, ce qui était vital pour nous et pour Orange en réalité. C'est marrant, c'est différent, voilà. Et on avait une logique comme ça, et puis on avait une logique divertissement autour du sport, où là, encore une fois, on n'a rien inventé, soyons très humbles, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on est allé chercher des programmes comme Chaque Versus, par exemple, parce que ça, on était à fond sur le fait, il y avait une ou deux personnes aux acquisitions, je pense à Yannick Forgue, Grégoire Desrosières, Fabrice Moignot, qui sont des amis, et on aimait bien regarder les chaînes étrangères à la recherche des programmes, etc. Et donc, on allait chercher des choses qui à l'époque, je pense, n'étaient pas forcément simples. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on débarquait, on est allé au Japon pour essayer de débloquer les droits du K1. On l'a diffusé d'ailleurs, je crois. On est allé au Japon pour aller chercher les droits du K1, alors que le K1 était mal vu en France parce qu'assimilé au MMA encore à ce moment-là, qu'il y avait un problème de droit au Japon. Donc on a discuté avec Lionsgate à l'époque. Ils nous ont vu arriver, ils se sont demandé ce qui se passait, hein, honnêtement. Hein. On est arrivé, Lionsgate, c'est The Expendables. On est allé les voir pour leur dire on va acheter Chaque Versus aux 6 épisodes avec 3 francs 6 sous. Parce que quand même, on avait une gestion budgétaire qui était rigoureuse. On ne pouvait pas acheter ce genre de programme pour n'importe quel prix. Mais donc, on allait les voir en leur disant, mais regardez, ça va être super, on commence à bosser ensemble, etc., etc. Ce qui fait qu'il y avait plein de programmes comme ça, étonnants. Et puis, on essayait toujours, pour pouvoir, encore une fois, ça c'est vraiment la patte de Pierre, pour prendre la parole, on essayait toujours d'avoir un animateur, quelqu'un qui a une histoire à raconter, avec lequel on peut faire quelque chose. Sébastien Dourvert garde un souvenir très positif de l'aventure Orange Sport, marquée par une culture de l'innovation directement héritée du monde des télécoms. Il n'y avait pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc en fait, oui, puis c'était une chaîne premium, donc qui ne mettait pas son contenu ou peu son contenu en libre service. En plus, si vous voulez, quand il y avait des choses qui étaient mises en libre service, parce qu'il y avait, dans le cadre d'attirer des gens, des émissions qui étaient mises à dispo ou des matchs qui étaient mis à dispo, c'était fait sur des médias d'Orange qui ont dû être supprimés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une boîte qui avait son propre YouTube. Pardon, encore j'ai rigolé. Mais c'est ça Orange. C'est-à-dire que vous arrivez en réunion, vous dites on va mettre nos trucs sur YouTube, ils disent non, mais on en a un. On a un truc qui s'appelle ça et qui met des vidéos en ligne. Voilà. Et vous dites ah ouais, ok, bon, on va voir. Alors ok, super. Donc tout est comme ça. Hein. Donc c'est un énorme mammouth impressionnant, mais en même temps c'est une force de frappe
et c'est pareil, les boutiques. Moi, j'ai fait pas mal de comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Bah, comme des réunions Tupperware, quoi. Où j'allais dans les boutiques, j'allais dans les villes, genre Orléans, et je racontais ce qu'on faisait aux vendeurs de boutiques, qui étaient assis et qui m'écoutaient parce qu'il fallait leur expliquer ce qu'ils allaient vendre en boutique. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est un monde qui est très éloigné parfois, et c'était hyper intéressant. Vous aviez des mecs, on faisait ça dans des salles, soit des salles de cinéma, soit des salles de théâtre. On arrivait, on projetait notre petite bande-annonce, parfois on venait avec un consultant, des choses comme ça. Puis on racontait notre petite salade. Il y avait il y avait souvent une personne de Rocheport, une personne de Orange Ciné-Série. Et on racontait tout ce qu'on faisait, et puis ensuite les mecs levaient la main. Et moi, j'aimerais bien qu'on achète la F1. Moi, je comprends pas. On me demande de proposer le pack Ligue 1 à tous les gens qui viennent en boutique, mais parfois c'est une vieille dame de 80 ans et on m'oblige à lui proposer. Je me sens mal à la tête. Voilà. Il y avait des questions comme ça qui étaient hyper marrantes. C'était super intéressant en fait. C'était super enrichissant à titre personnel en tout cas. C'était une aventure humaine absolument enrichissante et géniale, et j'ai appris plein de choses. J'ai fait plein de formations au sein d'Orange aussi que j'aurais jamais faites dans un groupe de médias. Voilà, j'ai fait des formations de management, j'ai fait des formations de risque, RH, de choses comme ça, qui sont aujourd'hui plus répandues, mais qui à l'époque en fait, voilà, j'ai eu la chance de faire tout ça. C'était un monde très différent. En 2010, un changement d'homme entraîne un changement de cap. Stéphane Richard vient d'être nommé à la tête de France Télécom et très vite, il acte un virage stratégique. L'édition de contenu n'est plus un métier prioritaire pour l'opérateur. Orange n'a plus vocation à produire des chaînes, mais à agréger, distribuer et négocier. La conséquence est immédiate. En 2011, Orange renonce à participer à l'appel d'offres pour les droits télévisés de la Ligue 1. Sans droit et sans perspective, Orange Sport est condamné à s'éteindre. C'est pas vraiment on arrête les frais, si vous voulez. Encore une fois, j'ai pas le niveau pour vous dire quelles ont été les discussions entre Canal et Orange. Et puis je pense qu'en plus il y a des choses qui sans doute sont secrètes. Enfin, voilà. Mais je pense que ces gens-là se sont entendus. Ils ont dit ok, sur le sport on fait comme ça, sur le cinéma on fait comme ça, etc., etc. Et que donc ensuite, la distribution des chaînes de Canal+ sur les box Orange, qui était le sens de l'histoire, de facto, parce qu'il y avait dans la balance la fin d'Orange Sport. Voilà, pour ensuite ne plus avoir de concurrence sur les droits de Ligue 1. Grand mal leur en a pris, puisque ça a fait arriver un autre acteur dans la danse, un acteur, je pense, qui est encore plus solide qu'Orange. Pourtant, je sais que c'est déjà pas mal de cash Orange, mais évidemment, je parle de Bein. Et mais bon, dans ces marchés-là qui nous dépassent, hein, je veux dire, et à la fois politique, lobbyiste et d'argent, où parfois il y a des choses qui rentrent en jeu, qui sont complètement en dehors de notre spectre, quoi. Bon, voilà, on est à la merci de ça. Donc, oui, il était clair qu'à l'échéance des droits de Ligue 1, c'était fini. Enfin, on se faisait plus d'illusions. Voilà, c'était une parenthèse sur ces droits-là, et voilà. Mais sans la Ligue 1, si vous voulez, sans la Ligue 1, de toutes les façons, il n'y a plus d'offres. Une aventure courte, innovante mais révélatrice, elle dit beaucoup des limites du modèle et de cette période où le football français cherchait encore à stimuler la concurrence à tout prix. On revient dans la seconde partie d'Encyclomédia sur une question phare, comment la Ligue a cru au billard. A tout de suite sur Radio Campus Paris. J'ai figuré par Jean-Pierre Elkabbach. 93.9 FM. Encyclomédia sur Radio Campus Paris.